Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 7 octobre. Et il est 13h05 et c'est aujourd'hui que je vais vous faire mon bilan lecture. Vu que j'ai lu mes 4 livres et en fin de vidéo, je vous annoncerai quelque chose. C'est une petite chose, hein, c'est une petite surprise pour moi, voilà, j'ai été agréablement surprise. Et je vous dirai tout ça en fin de vidéo et je vous montrerai donc ma nouvelle palle. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai lu Marie et Maria de Gillian Cantor, voilà, aux éditions Prélude. Alors, lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai dévorée, je l'ai lu en 2 jours. Voilà. Donc là, dans cette lecture, on va être avec Marie Curie. Donc voilà. Et on va être aussi, donc d'un côté, on va être avec la vraie Marie Curie, voilà, qui a vraiment existé, qui est devenue célèbre, qui a connu son mari Pierre Curie. Et d'un autre côté, on va faire la connaissance de Maria, donc qui est Marie Curie, mais la Marie Curie, si elle n'avait pas pris le train pour partir à Paris pour faire ses études, pour retrouver sa sœur qui était à Paris. Voilà. Et donc on va jongler entre les deux personnages, et Marie et Maria. Alors, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous parle de la vie de cette femme célèbre, mais mais qu'elle fasse les deux facettes. Voilà. Un coup, on était avec Marie à Paris, voilà, la vraie Marie Curie, donc on a connu son histoire, sa rencontre avec son futur grand amour, donc Pierre Curie, voilà, le succès qu'elle a connu avec lui. Moi j'ai appris donc qu'elle était polonaise, chose que je ne savais pas. Voilà, donc elle débarque à Paris chez sa sœur, voilà, elle vit chez sa sœur. Là, elle va faire la connaissance de Pierre Curie. Elle va faire ses études à la Sorbonne, surtout qu'à cette époque-là, on est en 1890-91. Donc à cette époque-là, à Paris, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient acceptées à la Sorbonne. Voilà, donc c'est vraiment, comment dire, assez compliqué pour elle de se faire valoir en tant que femme, voilà, surtout en tant que femme intelligente, parce que comment dire, elle avait vraiment de la tête, quoi. Elle voulait absolument faire valoir son intelligence, elle avait vraiment quelque chose dans la caboche. Donc voilà. Et d'un autre côté, on va faire la connaissance de Maria, donc c'est Marie Curie en fait, hein. Maria qui habite en Pologne, qui a un fiancé, voilà, qui est gouvernante, enfin plutôt, comment dire, fille au père, on va dire ça comme ça, hein, elle est nourrice, voilà, elle s'occupe de 2 enfants d'une famille très très riche, voilà, très bourgeoise. Malheureusement, elle, Maria, sa famille est malheureusement devenue très pauvre parce qu'à l'époque, en 1890-91, en Pologne, la Pologne est attaquée par les Russes. Voilà, et la Russie détient la Pologne. Donc les Polonais n'ont pas beaucoup de liberté, surtout les femmes. Donc du coup, Maria est obligée de se débrouiller pour étudier. Voilà, à l'époque, donc les Polonaises étudiaient si elles le voulaient, mais c'était des études volantes. Voilà, elle le faisait en cachette et il ne fallait surtout pas qu'elle soit prise parce que sinon, bah, à mon avis, ça devait être la prison. Voilà. Et donc voilà, donc on va suivre la vie de Maria qui ne va pas être simple. Là, elle ne va pas prendre le train pour aller à Paris pour faire ses études. Là, elle va rester avec son fiancé. Ils vont se marier tous les deux sans l'accord des parents du fiancé, vu que le fiancé est d'une famille bourgeoise. Et malheureusement, les parents du fiancé vont le déshériter totalement. Mais bon, le fiancé, lui, s'en fout. Il aime Maria, voilà, il veut vraiment faire sa vie avec elle. Sauf que leur vie va être beaucoup plus compliquée que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Et j'ai vraiment apprécié ces deux parties en fait.
parce que on va suivre donc la vie de Marie Curie, mais la vie de Maria, elle va se juxtaposer un petit peu à la vie de Marie en fait. Voilà, on va quand même rencontrer Pierre Curie. euh, Maria va vraiment rencontrer Pierre Curie, voilà, mais bon, c'est pas la même histoire, quoi. Ils vont pas, voilà, ils vont pas se marier, ils vont pas, voilà, parce qu'elle est quand même déjà mariée. Et voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Cette histoire m'a fait beaucoup penser à l'écrivain, enfin à l'auteur Éric Emmanuel Schmitt, qui avait fait à peu près pareil comme histoire, sauf que lui, ça parlait d'Hitler. Et ce livre, c'est La part de l'autre. Et ce livre, je l'avais vraiment adoré, c'était un véritable coup de cœur pour moi. Il faisait à peu près pareil que Julian Cantor, sauf que lui, donc, il nous parlait de la vie d'Hitler, donc de sa vraie vie, hein, de ce qu'est devenu Hitler après la Première Guerre mondiale. Et d'un autre côté, il nous parlait d'Hitler, s'il avait vraiment réussi à entrer aux Beaux-Arts, voilà, s'il n'avait pas été ce fameux Führer, est-ce que la Seconde Guerre mondiale aurait éclaté ou pas, voilà, ce qui se serait vraiment passé dans sa vie en fait, s'il n'avait pas été ce fameux Führer, si le Troisième Reich n'avait pas existé et tout. Donc voilà, tout ça pour dire que moi j'ai vraiment mais alors vraiment beaucoup aimé cette histoire, je l'ai dévorée. C'est un livre qui fait, alors, un peu plus de 400 pages, alors sans compter les remerciements, 400, 442 pages. Voilà. Mais c'est un livre vraiment magnifique et je ne suis absolument pas déçue de l'avoir lu. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer, si vous voulez connaître la vie de Marie Curie, eh ben allez-y, lancez-vous. Moi comment dire, moi j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cette fameuse Marie Curie, voilà, et à sa vie en tant que telle. Et j'ai beaucoup aimé voir ce qui se serait passé si elle n'avait pas été aussi célèbre, voilà. Donc Marie et Maria de Gillian Cantor aux éditions Prélude. En deuxième livre, j'ai lu donc Un Arsène Lupin, La femme aux deux sourires par Maurice Leblanc. Donc là, aux éditions Achète le Monde, pardon. Donc là, donc on va retrouver Arsène Lupin, voilà, qui bien sûr s'appelle Raoul, qui va faire la connaissance d'une femme, voilà, une femme qu'il va totalement par laquelle il va être subjugué et, et cette femme va beaucoup l'intriguer parce qu'elle est, comment dire ça, elle va être prise dans une histoire un peu abracadabrante, voilà. Et Arsène Lupin va bien sûr devoir l'aider pour retrouver. Enfin, c'est une histoire de bijoux disparus. C'est aussi une histoire d'une femme qui est morte et on se demande comment est-ce qu'elle a fait pour mourir dans sa situation. Voilà. Et donc voilà, et donc Arsène Lupin donc, va aider enfin pas la femme qui est morte, hein, mais il va aider une autre femme, donc qu'il appellera la femme aux deux sourires. Alors moi je me suis demandé pourquoi la femme aux deux sourires, et au final on comprend vite pourquoi est-ce que c'est ce titre-là. C'est une histoire que j'ai bien aimée, ça change. Voilà, c'est une histoire entière, c'est pas des petites nouvelles, mais c'était une très bonne histoire que j'ai relativement bien dévorée parce que j'ai eu peur, parce que c'était quand même une petite bricasse, mais alors vraiment toute petite, hein. Mais comme je connais la plume de Maurice Leblanc et que des fois je m'ennuie un petit peu dans ces histoires, du coup j'ai eu un peu peur. Mais là, ce livre fait 260 pages, mais il se lit très vite, voilà, parce que c'est une très bonne histoire. Je trouve que là, franchement, Maurice Leblanc n'a pas du tout exagéré et on comprend vite, et il y a une petite intrigue, et je trouve que c'est très bien comme c'est, voilà. Donc Arsène Lupin, La femme aux deux sourires par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. Ensuite, donc je me suis fait une petite BD.
donc Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, de... alors, attendez, hein, parce que moi, les prénoms, d'Audrey Alouette, donc qui est celle qui a fait le scénario, de Nora Moretti, c'est celle qui a fait les dessins, qui sont sublimes, et de Citro Trèbe, qui lui a fait les couleurs, donc effectivement, qui sont aussi superbes. Donc voilà, alors attendez, je vais vous faire voir une planche. Voilà, donc voilà les dessins, voilà les dialogues. C'est vraiment magnifique. J'ai dévoré cette BD. Voilà, alors au début, vous voyez, vous avez par exemple là ici une planche avec des, comment dire, des plantes qui peuvent guérir. Donc elles ont toutes comment dire, des vertus. Voilà, je cherchais le mot. Des vertus, j'ai du mal avec mes mots moi. Des vertus spéciaux. Voilà. Et donc dans cette histoire, on va être avec une jeune fille, Lucie, qui arrive en Normandie, qui doit malheureusement vivre chez son oncle, voilà, qui détient un domaine en Normandie. Et donc c'est sa mère qui a demandé à Lucie d'aller vivre chez son oncle parce que elle ne veut, enfin, comment dire, elle lui a attribué une mission. Elle doit apparemment, comment dire, euh, comment expliquer ça, explorer ce fameux domaine, voilà. Et Lucie se pose beaucoup de questions donc par rapport à la mission que sa mère lui a demandé de faire. Et parce que comment dire, son oncle et sa tante et même son cousin, hein, sont des êtres très très étranges. Et elle va remarquer des, comment dire, des symboles étranges, que ça soit dans le château lui-même ou même dans le jardin. Donc le jardin qu'elle seule peut voir. Euh, Son oncle, sa tante et son cousin ne le voient pas. Donc ça, elle trouve ça très étrange. Et elle va faire la connaissance d'une jeune fée qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez, hein, voilà, Marigold. Et Marigold va lui raconter donc une histoire, voilà. Elle va lui dire que le jardin dans lequel ces fameuses fées vivent est en train de mourir et qu'elle doit retrouver donc un jardin. Donc il y a un mystère par rapport à ce domaine, par rapport à son oncle et sa tante, il cache quelque chose d'assez fort. Voilà, et j'ai bien aimé cette histoire. Alors bien sûr c'est une BD, ça se lit relativement vite. Voilà, il n'y a que 64 pages. Mais les planches sont tellement belles, la BD est tellement bien faite qu'en fait ça se lit tout seul et c'est juste magnifique. Ce que j'ai aimé aussi c'est que entre les planches, il y a des fois comment dire, des pages de journal, de journaux intimes, voilà, qui racontent l'histoire de ce domaine, de ce fameux château. Elle va vite comprendre qu'effectivement la famille de sa tante ou de son oncle cache vraiment quelque chose par rapport à ce jardin et par rapport à ces fées. Voilà, il y a vraiment un mystère là-dessus. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. J'ai hâte euh, de, de m'acheter le deuxième. Alors je sais pas s'il est encore sorti, je pense pas, parce que je l'ai pas vu sur Amazon. Mais j'ai vraiment hâte. Voilà. Donc première BD pour moi et très bonne BD. Voilà. Donc si vous aimez les BD, si vous aimez les, comment dire, les histoires un peu jeunesse, un peu fantastiques, un peu, voilà, avec de très très belles planches et de très très beaux dessins, allez-y, lancez-vous. Je vous le conseille grandement. Voilà. Donc Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, aux éditions donc Dracou, donc avec comme pour le scénario Audrey Alouette, pour le dessin Nora Moretti et pour les couleurs Citros Treb. C'est compliqué à dire. Donc voilà. Et donc en dernier livre, j'ai voulu lire un livre un peu policier, voilà, un peu de suspense peut-être, je sais pas. Là on parle plutôt de disparition, donc j'ai lu le livre de René Dunfeld, Trouver l'enfant aux éditions Rivage Noir. Donc dans cette histoire, on va parler de Naomi. Naomi qui est une enquêtrice très connue, voilà, de la police, parce elle est enquêtrice privée.
Et elle est très connue parce que Naomi, on l'appelle la femme qui retrouve les enfants. Voilà, elle est spécialisée pour retrouver les enfants disparus. Tout simplement, voilà. Les enfants qui ont été kidnappés ou des enfants qui ont fait peut-être une fugue ou les parents qui ont voilà quoi, qui les ont perdus de vue et puis qui n'arrivent pas à les retrouver tout simplement. Et elle est une spécialiste pour retrouver ces fameux enfants. Et un jour, il y a une famille qui va faire appel à elle parce que leur fille Madison Culver a disparu dans la forêt nationale de Choucom, dans l'Oregon, voilà, il y a 3 ans. Et ils n'avaient pas fait appel à elle. Et un jour, ils ont, comment dire, ils ont entendu prononcer son nom, ils ont entendu parler d'elle, et du coup ils ont fait appel à elle parce que ils pensent toujours que leur fille est en vie. Voilà, donc leur fille a disparu un jour d'hiver où ils allaient dans la forêt pour aller chercher un sapin de Noël, tout simplement, pour le, comment dire, le couper. Voilà, couper le fameux sapin de Noël. Donc ils sont partis à 3 dans la forêt, sauf que à un moment donné, leur petite fille, au moment où elle s'est retournée, elle ne voyait plus ses parents, elle s'est tellement éloignée qu'elle n'a pu retrouver ses parents, et elle a disparu comme ça, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Voilà, tout simplement. Et entre-temps, donc entre deux, pardon, on va faire la connaissance de la fille de la neige, qui est donc dans une sorte de cave, voilà, qui est, comment dire, enfin emprisonnée entre guillemets, mais qui est voilà dans une cave retenue par un homme, voilà, un homme assez étrange. Il ne parle pas, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Voilà, il tue des animaux pour survivre, c'est un trappeur. Donc, donc voilà, donc il pose des pièges et tout. Et il y a une relation assez étrange qui va, comment dire, naître entre ces deux êtres, j'ai envie de vous dire, entre cette petite fille et cet homme. Et, euh, et donc voilà, et je peux pas trop vous en dire parce que si je vous dis, voilà, si je vous en dis plus, après je vais vous spoiler le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors j'ai eu un petit peu peur au début parce que c'est une lecture vraiment très très lente. Et je me suis dit, si c'est comme ça pendant tout le livre, ça va être compliqué. Et au final, pas du tout. Voilà, j'étais très surprise parce que on est vraiment pris dans l'histoire. Voilà, entre Naomi d'un côté qui cherche absolument à retrouver Madison Culver, et d'un autre côté, on est avec cette jeune fille de la neige. Voilà, qui se fait son petit univers à elle tout seule dans sa tête, parce qu'elle subit vraiment des choses affreuses. Et on se rend compte que Naomi, au fur et à mesure qu'on lit voilà, ce qui se passe, on se rend compte que si Naomi essaye de retrouver les enfants, c'est que elle-même a vécu un passé assez douloureux qu'elle essaye de se remémorer parce qu'elle a perdu la mémoire à un moment donné. Et c'est une très très belle histoire. Voilà, au final, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai complètement dévoré. Voilà, alors ce livre ne fait que euh, 412 pages, sans compter les remerciements. 412 pages. Et il est juste magnifique et je suis vraiment très pressée de lire la suite parce que l'auteur a refait un livre qui s'appelle La fille au papillon. Et c'est une suite, voilà, on va retrouver Naomi dans une autre histoire avec une autre disparition d'enfant. Et je pense que ça sera aussi beau que ces livres-là. Voilà, donc si vous êtes tenté par cette histoire, donc par une disparition d'enfants, si vous avez envie de lire un très beau livre, alors il se passe des choses assez, comment dire, pas vraiment glauques, mais un peu cruelles quand même dans cette histoire, mais c'est raconté d'une façon tellement douce, tellement poétique, qu'au final ça passe crème. En fait, le cerveau ne réagit pas tout de suite. En fait, il réagit après.
on se rend compte qu'en fait on est en train de lire quelque chose de, pas de cruel, voilà, d'assez dégoûtant à lire. Et puis c'est raconté d'une façon tellement belle qu'au final ça passe tout seul. Et la plume de l'auteur, elle est juste magnifique. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous êtes tenté, allez-y, n'hésitez pas. Donc Trouver l'enfant de René Danfeld aux éditions Rivage Noir. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que pour vous tout va bien. Alors, le petit truc que j'avais à vous dire. Donc j'ai été contactée donc, par un auteur. Voilà, donc via Babelio. Il m'a proposé de lire son livre, mais soit version e-book, soit version PDF. Voilà. Et comme moi je n'ai pas de liseuse, donc je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, comme moi j'ai pas de liseuse, est-ce que vous pourriez me l'envoyer par PDF? Donc il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, et il me l'a envoyé par PDF. Donc là en ce moment, je suis en train de lire Une vie d'artiste d'Alexandre Page. Voilà. Donc si vous avez envie de comment dire de voir ce que ce livre peut donner, allez-y, allez sur Amazon. Et il y est sur Amazon, il est à 18,50 €. Voilà. Mais l'auteur, moi, m'a fait le plaisir, parce que pour moi, ça a été étonnant qu'un auteur me sollicite pour lire son livre, même si c'est sur ordinateur. Alors, c'est pas évident de lire pour moi sur ordinateur, mais bon, je m'y fais. Et puis, son livre est très très beau, j'aime beaucoup. J'ai eu un petit peu peur au départ. Je pensais que j'allais un peu m'ennuyer, et puis au final, l'histoire se déroule tout à fait bien. Donc dans cette histoire, on est plutôt avec Phileas, qui est un jeune peintre. Voilà, l'histoire se passe au 19e siècle à Paris. Donc c'est un jeune peintre qui a eu son petit succès, voilà, mais qui est là un peu désœuvré, parce que tout l'argent qu'il a gagné grâce à ses succès, malheureusement, il les a dépensés un peu à tort et à travers, et du coup, il est refusé dans tous les clubs où il veut aller et tout, vu qu'il n'a pas d'argent pour payer ses entrées. Et grâce à un ami à lui, il va faire la connaissance de la cousine de son ami. Voilà, qui elle veut devenir peintre aussi, mais elle veut devenir comme Phileas, peintre militaire. Voilà, elle ne veut que dessiner des grandes batailles, des grandes, voilà, enfin des soldats, des grandes batailles dont elle aurait entendu parler. Voilà, et le petit souci qu'on a, c'est que bah, Phileas va accepter de la prendre comme élève, mais le petit souci qu'on a, c'est que lui, Phileas, n'aime plus trop euh, dessiner ou peindre, plutôt peindre des batailles militaires, tout simplement. Il en a un petit peu marre, et il ne sait pas trop vers quoi se lancer, mais peut-être que grâce à Clémence, voilà, cette jeune fille s'appelle Clémence, qui est toute pétillante, qui est toute jolie, dont il a un petit coup de cœur. Peut-être qu'elle lui redonnera peut-être le goût de peindre, tout simplement. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais pour l'instant ça passe. Et c'est un livre de 350 pages. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par un livre un peu historique et qui parle un peu de peinture, d'artistes, voilà, de la vie à Paris à cette époque-là, pourquoi pas, lancez-vous. Je vais vous mettre comment dire, le titre du livre et le nom de l'auteur et son prénom en barre d'infos en dessous de ma vidéo. Donc si jamais vous voulez tenter ce livre, allez-y, lancez-vous. Pour l'instant, moi ça va. Donc maintenant, je vais vous présenter donc ma prochaine palle. Donc je lirai ce livre-là, Une vie d'artiste. Je suis en train de le lire. Une fois que je l'aurai fini, donc je me lancerai dans la lecture de Laura Shepherd Robinson, Vie et mort de Lucy Loveless, aux éditions 10-18. Voilà. Donc là aussi, on est dans un livre historique. On est avec Lucy Loveless comment dire, qui va annoncer à une de ses amies, Caroline Kochman. Elle va lui révéler un peu une énigme. Elle va lui dire tout simplement il sait. Et en fait, sa copine Caroline va comprendre que Lucie lui a
cacher beaucoup de choses. En fait, elle lui a caché qu'elle était la prostituée favorite d'un club d'hommes très très puissant. Voilà. Et que c'est peut-être à cause de ça qu'elle en est morte. Ou peut-être qu'elle a su quelque chose qu'il ne fallait pas savoir par rapport à ces grandes pontes de la bourgeoisie. Voilà, donc en fait elle va essayer d'enquêter donc sur la mort de son ami. Et je pense, alors si je ne me trompe pas, ouais, elle va engager Peregrine Shield pour retrouver justement l'assassin de Lucy. Voilà. Donc Vie et mort de Lucy Lovelace de Laura Shepherd Robinson aux éditions 18. Donc après, j'ai l'intention de lire un Sherlock Holmes, Charles Augustus Milverton, voilà, d'Arthur Conan Doyle. Donc là, on va être encore dans des nouvelles. On va être avec... alors combien de nouvelles il y en a? Il y en a 6, je crois. 7. 7 petites nouvelles. Voilà. Après, donc, je vais lire La fille de Cali de Céline Dangean aux éditions Pocket. Voilà. Et après, donc j'ai l'intention de lire La couleur du silence de Casey Dandridge Selleck aux éditions Seuil. Voilà. Donc là, on va être avec... ouais, on va être encore dans du... Comment dire? Dans de l'historique. Mais historique... comment dire? Peut-être Ku Klux Klan, je pense. Ça va être quelque chose comme ça. Enfin, ça va être un secret qui va être révélé au grand jour. Voilà, par rapport à la mort d'un... À la mort... Ouais, à la mort d'un garçon, voilà, qui était le fils du shérif et qui va être retrouvé poignardé dans une forêt. Bien sûr, on va accuser l'homme noir, hein, alors que Aura Lee Beckwourd, ouais, sait ce qui s'est réellement passé et elle va nous raconter la vérité 25 ans plus tard. Voilà. Donc La couleur du silence de Casey Dandridge Selleck aux éditions Seuil. Donc voilà donc pour ma pile à lire. Donc je rajouterai une vie d'artiste dedans, donc ça fera pas 4 livres mais 5. Voilà. Donc voilà pour ma pile à lire, voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Et je vous dis donc à plus tard donc pour sûrement un nouveau bilan lecture. Bye bye.